Okay. Bonjour, les auditeurs, les étudiants qui sont en ligne, vous êtes là? Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, Yo Kofi. Oui, Et, présent. qui encore? Pour le moment, il y a Karamboko, il est là. Karamboko est là aussi. Je le vois. Je n'entends pas. Je crois que c'est notre micro. Le micro, il est activé ici. C'est à ton niveau. C'est à ton niveau, là. C'est à ton niveau. Non, il doit activer son micro avant de prendre la parole. Ah, d'accord, mais je veux savoir s'il m'entend. Vous parlez de moi? Oui. Oui, oui, je vous entends. Ok, parfait. Tu peux couper le micro maintenant. Merci. Ok, donc, pour ce cours, nous allons voir la cartographie des sols et des surfaces minérales. Donc, nous sommes deux à le faire. Je suis avec Dr. Watt, Dr. Ouattara-Dama. Voilà. Donc, il sera là et il va intervenir d'un moment à un autre. Voilà. Et puis, voilà comment ce cours va se faire. Vous êtes déjà habitués. Donc, c'est en deux séances de voilà, 2 heures, 2 heures. C'est ça, non, 2 heures? 3 heures, ok. 2 séances, ça a été modifié. 2 séances de 3 heures. C'est bon? Ok. Bien. Avant la fin de l'heure, on va vous communiquer, enfin, avant la fin de la séance, on va vous communiquer la date de la prochaine séance. Donc, pour ce cours, nous proposons le plan suivant. On va présenter les caractéristiques générales de la détection. C'est juste un rappel. Bon, il y a certaines notions, peut-être vous avez déjà vu ça avant ce cours-là. Si c'est le cas, ce serait une révision. Là, si ce n'est pas le cas, on va définir ces notions-là autant qu'on peut, et puis vous avez la possibilité d'approfondir ces notions aussi à la maison, ou bien chez vous. Ensuite, on va parler de la plateforme des capteurs. Ça, c'est un peu technique. Et de façon spécifique, on va rentrer de plein pied dans le cours à partir du 4e point. On va parler de la signature spectrale, des surfaces minérales et des sons. Ensuite, on va donner quelques exemples de données et puis comment faire ses choix pour une cartographie géologique. Et ensuite, pour terminer, on va donner quelques méthodes de cartographie. On a donné ici l'exemple de la géologie, mais cette méthode-là est aussi applicable aux sols, minéraux, etc. Bien, pour rappel, la cartographie de la lithologie et des sols, c'est une discipline qui est tellement complexe et qu'elle implique plusieurs disciplines. Notamment, on va se baser sur les techniques géologiques, géochimiques, géophysiques, ou même aller faire des carottes, ce qu'on appelle les forages. Bon, parmi ces disciplines, la détection figure, la détection apparaît comme vraiment
une opportunité pour ces différents types d'applications. Comment la détection fonctionne? Bon, vous savez déjà, d'accord, c'est en utilisant ce qu'on appelle les rayonnements. Le principe, vous avez déjà vu ça, non? Les principes, comment ça marche, comment on acquiert les informations. Donc, on va soulever ça rapidement. L'intérêt de la détection pour les sciences géologiques remonte depuis les années 1980. En quoi consiste exactement la cartographie des sols et des unités géologiques? Quand on parle de cartographie, bon, le cours, c'est un échange, hein, on va interagir. Qu'est-ce qu'on attend par cartographie, selon vous, quand on parle de cartographie? Ça consiste à faire quoi? C'est pareil aussi pour ceux qui sont en ligne. Si vous voulez intervenir, vous pouvez. C'est ouvert. Comment représenter quelque chose, que ça soit physique ou numérique. Représenter quelque chose. Comme la table, on peut la représenter sous forme de dessin. En ligne, qui d'autre a une autre réponse? Dès qu'apparemment, ils ne sont pas là. Donc, c'est une identification, d'accord, des différentes unités. Donc, qui sont, leur caractéristique, c'est que ce sont des unités spatiales. D'accord, les unités comme référence spatiale. Donc, comme tu l'as dit, bon, est-ce qu'on peut cartographier les tables d'une salle? Donc, ça, est-ce que c'est... Il faut dessiner la table à l'échelle petite. Voilà, donc en fait, c'est ça, c'est l'identification des unités. Par exemple, à l'échelle de la salle, qu'est-ce qu'on peut trouver? Donc, tout est une question d'échelle. Donc, peut-être à une grande échelle, tu parleras plus de temps, s'il s'agit de représenter l'université de Cocody, Félix Houphouët-Boigny, on va plutôt représenter quoi? Quand il s'agit de représenter l'université, quelles sont les différentes entités qu'on trouve? Oui, les routes, et puis quoi encore? Les bâtiments, etc. Voilà. Là, ce qui nous ramène à savoir pourquoi on fait une carte. Voilà. L'objectif d'une carte, c'est pourquoi. Donc, c'est de, comment on appelle ça, rassembler des informations sur un support, d'accord, qui peut être transporté, par exemple. Donc, ici, quand on est en géologie, par exemple, les entités qu'on va représenter, ça peut être les sols, ça peut être les roches. Vous savez que les sols proviennent de quoi? De la dégradation. Voilà, les sols proviennent de la dégradation des roches. D'accord? Là, de façon spécifique, quand on veut, quelles sont les unités du sol, bien, comment on va représenter le sol sur une carte? Quelles sont les informations relatives au sol qu'on peut représenter? Les profils. C'est-à-dire déterminer les endroits où le sol est épais. Non, c'est quelque chose. La succession des couches. La texture aussi. La texture. Voilà. Qu'est-ce que tu entends par texture? Lui qui a parlé de texture, c'est quoi? C'est au profil. Qu'est-ce que vous avez donné par Oui, c'est moi qui ai parlé de texture du sol.
Les composantes du sol. La texture, Je vais parler les composantes du sol. OK. Les composants. Est-ce qu'on m'entend? Exemple. Allô, m'entendez? Oui. Voilà. Bon, je vais dire que c'est les composantes, enfin, la structure, Ah non. enfin, la manière dont le sol est, ce qui compose le sol, en fait. Exemple. Exemple, par exemple, si on peut avoir, par exemple, soit comme un sol sableux, par exemple, un sol, bon, comment on appelle ça? Argileux. Argileux, voilà. Donc, la texture, c'est quoi au juste? Bon, la texture, c'est... Bon, c'est pourquoi, bon, je veux dire, c'est la manière dont le sol est composé, en quelque sorte. Elle fait. Oui, c'est un peu la combinaison de ces éléments fins et grossiers, là. Comme tu dis, sableux, argileux, là. C'est le degré de mélange de ces trois, là. Le limon, argile et sable, quoi. Mais c'est pas la composition quand OK. même. Oui, C'est ça, c'est la taille des. Voilà, effectivement. Si c'est sableux, Ah, beaucoup plus de sable que. ouais. OK. D'accord, ok, très bien. Voilà, donc, grosso modo, voilà ce qui concerne les sols. Maintenant, et les unités géologiques. Bon, unités géologiques, on peut parler des minéraux, des roches, etc. Donc, au niveau des unités géologiques, quand il s'agit de cartographier, on peut représenter, par exemple, les différents types de roches, les grandes familles. Les roches, ce qu'on appelle exogènes, magmatiques et puis métamorphiques. On peut aller au-delà aussi. Alors, ça dépend vraiment des objectifs qu'on se fixe et puis de l'échelle. Si tu as l'échelle d'Abidjan, est-ce que tu vas parler des unités en termes de roches magmatiques, roches exogènes? Donc ici, on est en milieu, à Abidjan par exemple, on est dans quel contexte géologique? Est-ce que c'est des milieux de socle, des milieux sédimentaires? Bon, il sait qu'il y a des géographes, hein. Il y a des géographes, il y a des géologues. C'est plus nombreux, non, la géographie. Tu es géographe? Non. Agronome? Ah, d'accord. Mademoiselle, la base. Comment? Eau et forêt. D'accord. C'est une formation, non? Non, moi. Agronomie, Oui, c'est une formation. c'est de base après. Oui, c'est Voilà, donc, quand nous sommes en milieu sédimentaire-là, on va aller en profondeur. On est dans les roches exogènes. On a par exemple les roches, ce qu'on appelle sédimentaires, les roches détritiques. Et puis, dans les roches détritiques, on va procéder à une classification par granulométrie, etc. Donc, le type d'information qu'on peut représenter vraiment dépend des objectifs qu'on se fixe. Alors, c'est pourquoi ce cours-là ne sera vraiment pas orienté en tant que tel sur un exemple pratique. D'accord, mais c'est vous donner des connaissances générales qui vous permettent vraiment de connaître le principe de façon générale et plus détaillée. Pour revenir à la détection, quelles sont les informations, quelles sont les caractéristiques que la détection peut fournir? Est-ce que, par exemple, la détection peut fournir les informations sur la taille des grains, comme on a parlé, ou bien sur l'épaisseur des profils? Quels sont les types d'informations qu'on peut avoir au niveau de la détection? De façon générale, qu'est-ce que la détection peut détecter? Par quoi? Pourquoi on reconnaît des objets en détection? Ouais. Oui. Exemple. Oui, complètement. Quoi.
Bon, il dit ça, ouais, c'est ça, c'est un peu technique. Il faut dire ça de façon claire, voilà, de façon simple. Exemple, fermez vos yeux. Vous m'entendez, non? Vous ne voyez pas. Ça, c'est pas les oreilles, non? Ok. Maintenant, la sélection, comment vous savoir que à tel objet ici? Oui, Ça va dire des images. les images, c'est pas encore. Les images en détection, c'est un ensemble de quoi? C'est un ensemble de quoi? Les images, c'est un ensemble d'informations qui est stocké. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Comment on arrive à avoir l'information par la détection? C'est une Ça, c'est lu. Voilà. Aller dans les détails. La détection qui nous fait quoi? Comment on peut reconnaître quelque chose? Voilà. Par quoi on peut caractériser un objet en détection? Ça, c'est le verbe. Si vous avez fait des choses, vous connaissez. Tu n'as pas d'indice de fragments, c'est un peu technique. Monsieur, il peut intervenir? Oui, vas-y. C'est à partir de la signature spectrale. Et c'est quoi signature spectrale? Ça veut dire quoi? La signature spectrale, c'est l'information que donne un objet pour démontrer sa présence à un lieu, à la détection. Oui, c'est pas bon. C'est Voilà, la réfléchissance. ça permet de reconnaître. Quand vous allez à la banque, là, quand vous signez, la dame regarde le chèque et dit non. Il y a une petite erreur quelque part. Et la signature, c'est presque ça, non? Mais il y a une petite erreur que vous avez. L'intensité de la réflexion. Non, ce n'est pas l'intensité. Votre signature permet de faire quoi à la banque? De reconnaître que c'est vous. Voilà, c'est de vous identifier. Voilà. Voilà, donc, en détection, la signature spectrale permet d'identifier l'objet. Voilà, parce que deux objets qui ont des propriétés physiques différentes ont des signatures spectrales qui sont différentes. C'est comme l'eau et puis dans la végétation. Voilà. Comme c'est séparé aussi, d'accord? Bien. Donc, à partir en utilisant la détection, on peut avoir certaines informations utiles pour caractériser les entités. Par exemple, la couleur, d'accord? La couleur, on peut même déterminer les caractéristiques de l'altération. Est-ce que, bon, vous voyez, l'altération, le degré, est-ce que c'est une altération qui est avancée, qui a ses débuts, etc. Donc, une roche, par exemple, altérée, n'a pas la même réfléchissance qu'une roche qui est saine. Et ça peut varier aussi en fonction du degré d'altération. Et même, on peut aller plus loin en déterminant l'épaisseur des bancs rocheuses. Monsieur, moi, j'ai une question. Oui. Est-ce qu'on a la possibilité de déterminer la signature spectrale ici? En Côte d'Ivoire, est-ce qu'on a la possibilité de faire ça à partir des logiciels de... Non. Mais à partir du moment où vous faites un traitement d'image, il y a une option, on appelle l'histogramme. Donc, on voit la réfléchissance. Ça dit, quand tu as une image déjà, tu vois les couleurs, c'est par les couleurs que tu reconnais. Mais derrière les couleurs, là, il y a l'intensité, quoi, l'intensité de la réfléchissance. Donc, c'est à partir de ça qu'on interprète pour savoir. Oui. Quand vous allez à la banque, vous commencez à signer. Et la gauche ou la droite, ça monte, ça descend, ça suit. C'est une logique. Hein. Donc, la réfléchissance de cet objet-là, la différente longueur d'onde, c'est ça qui fait la signature spectrale. Comment cet objet-là réfléchit à différentes ondes. C'est cette courbe-là qui est sa signature. Même chose quand vous signez à la banque, elle regarde beaucoup plus de la gauche à la droite. Si ça monte ici, celui-là vous descendez, elle dit non, c'est celui où.
Si votre photo, c'est vous. Donc, si vous avez les références de l'objet dans différentes langues, vous dessinez la signature spectacle. Excusez-moi. Il demande ça plus. Il pose des questions sur mon quotidien en fait. Il demande ça plus par rapport aux plantations. Genre, j'ai une plantation de maraîchers, différentes spéculations. Et puis, je veux déterminer les types de cultures qu'il y a sur chaque bloc. Est-ce qu'à partir d'une image satellitaire, je vais prendre les images de drone là. Est-ce que quand j'ai une image, que je veux faire les traitements derrière, que ce soit les NFT ou bien, lorsqu'on trouve la signature spectrale là, est-ce que. Ça dit, je suis content de faire un rapprochement entre la signature spectrale et puis l'unité des différents types de cultures. Oui. Mais tu n'as pas de la réflexion, par exemple, de la forêt, ce n'est pas la même chose que, par exemple, un champ de riz. Donc, ça dépend du type d'image. Si c'est une image de haute résolution, tu peux déterminer les manguiers, différencier les manguiers comment on appelle ça, comment on appelle ça, le fruit de l'anacarde. Les noix de cajou. Non. Non, l'arbre, c'est ça, non? L'anacadie. Anacadie, voilà. Donc, les manguiers, les cacahuètes, etc. Mais là, c'est vraiment, c'est un peu complexe. Ça, c'est la précision. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des confusions au niveau des références. Mais quand tu pousses plus loin, tu verras une nette différence. C'est surtout au niveau de l'interprétation. Quand tu as une bonne image et que tu as une parcelle, tu peux déterminer les différents types de cultures. Je pense sous le contrôle de il faut être un peu. Et ça demande beaucoup de temps parce que quand tu as une signature spectaculaire, il faut aller sur le terrain, voir, voilà, pour aller valider, etc. Parce que c'est ça aussi. Tu peux avoir deux signatures qui sont proches, mais qui peuvent, vous allez voir même quand vous allez faire les interprétations, les traitements d'images. Parce qu'il y a toujours des confusions, ça à partir du degré de confusion pour qu'on arrive à valider une cartographie. Si, par exemple, il y a tout le spectre qui se ressemble, là, tu es obligé d'aller sur le terrain pour revenir encore. C'est possible. C'est ça même le but. Normalement, quand tu comprends le principe d'interaction, chaque objet a une signature spectrale. C'est ce que le professeur disait tout à l'heure. Lui, sa signature, c'est pas la même chose que ta signature. À la banque, là, souvent, si lui, il s'en va. Pourquoi? Voilà. Donc, c'est sa signature qu'on dit, ah, lui, là, c'est sa signature. Si quelqu'un d'autre vient se présenter, que moi, je suis X, ils vont lui demander, il faut signer. Donc, s'il signe, on compte. Voilà. Donc, deux personnes, là, c'est difficile que tu puisses reproduire la signature de quelqu'un d'autre. Si il imite la signature, il prend ton argent. Bah, si tu arrives à imiter, si elle voit ton visage, ça veut dire que si elle décide de ne pas regarder la photo, là, que c'est la signature sur moi qui l'intéresse. On peut vider ton compte. Donc, on peut avoir des confusions. Voilà. Donc, pourquoi penser qu'une végétation qui est asséchée, ce sera la même chose que la même végétation il y a 2 mois où c'est non. Voilà. C'est pour les éléments plus pauvres. C'est pas. Donc, ça, donc, dans le temps même de la signature spectrale, du même arbre peut varier. Voilà. À cause de l'état. Voilà. Par exemple, un arbre qui est frais ou bien une feuille qui est fraîche n'a pas la même réfléchence qu'une feuille qui est asséchée. Donc, c'est le même manguier. Vous savez que les feuilles de manguier passent par toutes ces étapes. À un moment, c'est vert, et à un moment, ça devient jaune, et puis ça tombe. Là, on peut savoir si le manguier en période de reproduction, ou bien on peut interpréter ça comme ça, en fait. Oui, c'est pas aussi linéaire. Prenons l'exemple de la lagune. Une période où elle passe noir ou bien bleu. Oui. Et puis, à un moment, c'est l'argile en suspension, là, qui change la couleur de l'eau. Mais c'est toujours haut. Mais en matière de suspension, on font que l'eau a une couleur presque même sol.
Et vous pouvez confondre l'argile qui est dehors là avec l'eau qui est là. Donc, attention pour les objets composés. Donc, c'est ce que vous êtes en train de dire, et là en même temps, la complexité qui est derrière l'interprétation. Sinon, chaque objet a sa statut spéciale et puis ça peut varier dans le temps. Donc, il faut vraiment beaucoup d'efforts d'interprétation. Ne sortez pas tout le suite pour dire non, vous avez dit, on peut déterminer une culture, voilà, possible, mais il y a un gros travail. Voilà, ça dit, ça dit, sur le terrain, voilà, et puis tu vois, voilà, les plus faciles en Occident, où il y a la monoculture, voilà, parce que généralement, c'est un champ de blé, c'est du blé. Chez nous, il y a beaucoup de choses. C'est difficile à identifier. Ok. Bien, donc ici, on va revenir dans le cas de l'altération. Donc, on va dire tout à l'heure, parmi les informations qu'on peut obtenir au niveau de la détection, c'est les zones d'altération. Donc, ça a été expérimenté pour la première fois aux États-Unis, mais ce n'est pas avec n'importe quel capteur. Bon, on va voir ces capteurs-là tout à l'heure. Le degré d'information, l'affinité d'information dépend du type de capteur. Voilà, donc il y a des capteurs qui donnent plus de détails que d'autres. Quand il s'agit d'aller jusqu'à déterminer l'épaisseur d'un profil, il faut vraiment des capteurs de très précision. Donc, l'épaisseur du sol, autant c'est important pour la pédologie, autant aussi c'est important pour l'exploitation pétrolière ou même minière, etc. Donc, il y a certaines informations qui peuvent se retrouver de part et d'autre. Bon, les caractéristiques de la détection, bon, ça, vous connaissez, pour voir comment ça marche. On a les différentes étapes A, B et puis C. Donc, la première étape, c'est la réponse spectrale. Comme on l'a dit, la détection envoie une lumière, ça peut être une lumière passive ou bien active. Puis cette même lumière est captée par les satellites et on stocke ça. Ça, c'est la première étape. Donc, c'est l'ensemble de ces réflectances. Quand vous les emmagasinez sur un support, c'est ce qui va donner une image. D'accord? Quand tu as une image, par exemple, il y a la matrice qui est derrière. Donc, vous allez voir ce qu'on appelle les pixels. Les pixels, en fonction des pixels, quand tu vas dans la matrice, les pixels, ce n'est pas l'expression des chiffres. Ces chiffres-là sont caractéristiques de, comment on appelle ça, de la réflectance. Voilà, donc c'est l'ensemble de ces informations-là qui constituent l'image. Ça, c'est d'abord l'acquisition, le stockage, d'accord? Et puis ensuite, la dernière étape pour arriver à une cartographie, c'est l'interprétation. Par exemple, sur une image de détection, tu vas faire mais la détection ne va pas te dire tout de suite que ce qui est vert, que c'est la végétation, ou ce qui est bleu, tout est vrai. Voilà, donc ça partie de ces activités. On passe un peu à travers les conditions colorées comme les. Voilà, tu peux même changer les couleurs, mais vous savez, quelque chose qui peut être vert, tu peux changer, ça peut devenir bleu, etc. Voilà. Donc, ça c'est le traitement qui te permet de faire ces rapprochements. Donc, la même entité peut avoir plusieurs colorations, par exemple. Et en termes de réflectance, c'est la même chose. Le mot réflectance, vous savez ce que c'est? Mais simplement, il y a dit d'abord. On parle de réflectance là. On fait allusion à on peut dire la quantité de lumière. Lorsqu'on prend le spectre électromagnétique,
c'est la quantité de lumière qui arrive au sol et puis qui réfléchit. C'est ça, ça dit que c'est la quantité de lumière qui est réfléchie. Mais comme on a dit, c'est parce que quand la lumière frappe un objet, il y a trois comportements. N'est-ce pas? Soit l'objet absorbe la lumière, ou bien soit l'objet laisse traverser la lumière et ne réfléchit pas, ou bien soit elle réfléchit. Donc, généralement, c'est dans les longueurs en dessous des 3 microns. Au-delà, il n'y a pas de réflexion. Comme la température. C'est parce que, oui, ce qui est chaleur, là, il n'y a pas. C'est pas. Je me dis, là c'est une émission de 0 à 300 nanomètres. Non, de 3000. Voilà. Ce domaine-là, des choses, c'est comme des ballons de tennis, quoi. Tape ici, ça le dit ici. OK. OK. Donc, on va finir rapidement. Un des avantages de la détection, c'est au niveau de l'échelle. D'accord? Avec la détection, on a la capacité d'avoir une vue générale sur un grand espace. Vraiment, pour toutes les méthodes telles que les drones, je parlais de drones tout à l'heure, ou bien l'avion peut acquérir des informations, ou même quand tu peux aller sur le terrain. Mais quand tu vas sur le terrain, la quantité d'informations n'est pas la même chose que quand tu as. Donc, c'est ce qu'on appelle une vue synoptique. Un autre avantage de la détection, ça permet de lever le problème d'accessibilité. Par exemple, si tu dois aller dans une zone où tu dois traverser des cours d'eau, où il y a des grands arbres, où il n'y a pas de voiture qui puisse rentrer, etc., tu ne peux pas savoir ce qu'est dans la forêt ou bien dans l'endroit où tu veux partir. Et puis, la détection permet aussi de faire des planifications en fonction des informations que tu veux avoir, ou des détails, tu peux planifier les missions. On peut On peut faire faire des prédictions aussi. des Prédictions aussi. prédictions. On dit ce qu'il y a devant, dans 2 ans, 3 ans, à partir des données qu'on a aussi. Oui, bon, ça c'est voilà, en termes de traitement. Quand tu as une image de cette année, une image de 2 ans après, 3 ans après, etc. On a parlé de tout de suite vue synoptique. Vous suivez, hein? Donc, vue synoptique, ça c'est l'un des avantages de la détection pour qu'on l'utilise dans la cartographie. Et puis, pour qu'on utilise la détection, ça permet de régler le problème d'accessibilité. Bien, donc, ça, ce sont les caractéristiques, comme c'est en plusieurs séquences. Donc, la première séquence, je pense qu'on a déjà fait une trentaine de minutes. Donc, on va, normalement, c'est comme ça, c'est les séquences de 40 minutes, 45 minutes, ou tout au plus 1 heure. Mais avant d'arrêter cette séquence-là, est-ce que vous avez des questions sur les caractéristiques de la détection? Car quand on parle de caractéristiques, il y a le principe et puis il y a les avantages, comment ça marche. Et avant de parler des capteurs, les capteurs, bon, on va voir ça tout à l'heure ce que c'est. Est-ce qu'il y a des questions? En ligne, est-ce qu'il y a des questions? OK, donc on va faire en même temps. C'est stop recording.